RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, le débat du jour ce matin. Laissez-moi vous présenter nos deux bretteurs. Guy Barret, bonjour. Bonjour. Essayiste, ancien journaliste politique au Figaro, Stéphane Vernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditorialiste pour Ouest France à Paris. Et avec vous ce matin, on va évoquer Jean-Marie Le Pen. Oui, notamment, c'est l'un des sujets qui bien sûr a été retenu parce que c'est la semaine qui nous permet de le faire, sachant que demain auront lieu ses obsèques dans l'intimité. Et puis on parlera aussi de Mark Zuckerberg, son revirement sur le fact-checking, la vérification d'informations. Quelles sont les conséquences? Elles sont sans doute considérables, en tout cas pour le monde des médias, et puis donc pour l'information du grand public. Et puis autre point que nous aborderons, c'est Donald Trump et l'annexion du Canada, du Panama, du Groenland, tout ça, est-ce bien sérieux? Quelle analyse peut-on porter là-dessus? Ça sera l'un des sujets qui sera aussi débattu tout à l'heure. Un commentaire, une remarque, une question, dites-nous par mail direct@radionotre-dame.com ou direct@rcf.fr. On lit quelques-unes de vos remarques, à l'antenne. Bienvenue dans le débat du jour. Et donc les obsèques de Jean-Marie Le Pen auront lieu demain dans sa ville natale de la Trinité-sur-Mer, dans la plus stricte intimité familiale. Une autre cérémonie aura lieu lundi prochain à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris, qui est rattachée au diocèse aux armées. Une messe qui sera ouverte au public d'ailleurs, selon la volonté décidée par sa famille. Mort, même l'ennemi a droit au respect, c'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement en réponse, en écho aux manifestations que vous avez pu voir place de la République et aux scènes de liesse concernant la mort justement de l'ancien chef et fondateur du Front National. Jean-Marie Le Pen avait cité cette phrase d'ailleurs lors de la mort de Jacques Chirac. Alors on est un petit peu à l'heure du bilan, de l'héritage, de savoir comment cette figure qui a tant occupé la vie politique française maintenant va peut-être encore se déployer dans l'imaginaire, ou bien est-ce qu'on va assister tout simplement à la fin, à la clôture d'une histoire. Vous qui l'avez connu, Guy Barret, oui, et puis Stéphane Vernet, vous êtes tous les deux rompus à la question politique et au monde politique. Guy, on va commencer avec vous sur cette question. Il y a deux manières de voir cet héritage autour de plusieurs héritiers. Sur le plan électoral, le potentiel électoral et les électeurs, il est bien évident que l'héritière, c'est le Rassemblement national et Marine Le Pen. Et puis, il y a l'héritage idéologique. Et l'héritage de Marine Le Pen ne se confond pas avec l'héritage idéologique de son père. Alors il y a les fondamentaux aussi qui assurent la continuité entre le Front National et le Rassemblement National, l'immigration, l'insécurité, une certaine hostilité à l'égard de l'Union européenne, quoique très pondérée maintenant par Marine Le Pen. Mais il y a aussi les abandons du libéralisme économique qui était celui de Jean-Marie Le Pen, qui à un moment se réclamait de Reagan. Et puis il y a l'abandon aussi des questions sociétales sur l'avortement, où le groupe de Rassemblement National, une grande partie du moins, a voté l'inscription de ce droit dans la Constitution, sur la question du mariage gay, etc., etc. Et donc, l'héritier de tout ce qui était l'idéologie de Jean-Marie Le Pen est plutôt passé du côté d'Éric Zemmour. Alors, évidemment, c'est un parti plutôt sur le déclin, pour l'instant du moins, et assez squelettique, mais du temps où Marion Maréchal était un de ses dirigeants, eh bien, ils sont investis sur les questions sociétales, et actuellement, contrairement par exemple au Rassemblement National, Zemmour, et soit directement, soit à travers des associations qui lui sont liées, lutte à l'école contre l'éducation sexuelle telle que la conçoivent certains experts, etc., etc. Et surtout, eux sont moins sociaux et plus libéraux, notamment sur les questions économiques et sociales. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Éric Zemmour et sa compagne ont été invités par Trump à son investiture, et que ce n'a pas été le cas de Marine Le Pen, parce qu'il a plus, au moins sur le plan économique et social, plus d'affinité avec
que Éric Zemmour. L'héritage a donc franchi une génération pour passer du grand-père à la petite-fille. C'est l'avis de Stéphane Vernet ? Moi, je serais plus nuancé. Enfin, je le dirais pas comme ça. C'est un peu brutal, je trouve. Après, je suis tout à fait d'accord avec Guy sur l'excellente analyse qu'il vient de faire. Après, moi, je pense qu'il y a une rupture et que la rupture, elle s'est faite elle se fait pas au moment de la mort de Jean-Marie Le Pen. Elle se fait pas aujourd'hui. Elle s'est faite en 2015 quand Marine Le Pen a exclu Jean-Marie Le Pen de son propre parti, en fait. Donc, elle a créé le Rassemblement National. Ils étaient en conflit tous les deux. Ils se sont séparés. Et donc, il y a eu une page sur le contenu programmatique, l'idéologie qui effectivement a été tournée. Il y avait la volonté aussi de Marine Le Pen de rompre avec les outrances de son père, qui était ouvertement, et par calcul, je pense qu'il faut le dire aussi, il y avait un petit business à faire tourner, Jean-Marie Le Pen, et qui a beaucoup prospéré, et donc son fonds de commerce, c'était le sexisme, le racisme, l'antisémitisme. Il a été condamné à différentes reprises par la justice pour des propos tout à fait outranciers, et qui étaient absolument condamnables. Donc il y avait cette espèce encore une fois, on a parlé, François Bayrou a parlé de polémique à son encontre, c'est plus que de la polémique. Donc il a eu des propos qui ont été condamnés par la justice, qui étaient encore une fois racistes, antisémites. Marine Le Pen, c'est pas du tout inscrite dans cette démarche-là. Et je pense qu'il y a eu une vraie rupture. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. C'est-à-dire, là, en ce moment où on se parle, il y a tout un discours qui consiste à dire c'est une rupture de façade. Il y a une continuité, enfin voilà. Et donc, pour vous, il a fait un droit d'inventaire. Oui, je pense vraiment. Et surtout, ce qui s'est passé, si vous voulez, et là où Guy, je rejoins complètement Guy, si vous voulez, c'est que la première rupture, c'est 2015, c'est le conflit entre la fille et son père, l'exclusion. Et puis, c'est la présidentielle de 2022, c'est la candidature d'Éric Zemmour. Vous avez en fait un Éric Zemmour qui, sur sa personnalité, a attiré à lui un certain nombre de cadres, de sympathisants du Rassemblement national avec lesquels Marine Le Pen était en conflit ouvert depuis plusieurs années. Et des gens qui incarnaient une droite très dure, plus que libérale, très dure, très conservatrice, parfois, il faut le dire, franchement d'extrême droite, voire d'inspiration néo-nazie, n'ayons pas peur des mots. Il y avait ces restes-là au sein du Rassemblement national qui étaient attachés à la personnalité et aux actions de Jean-Marie Le Pen. Et vous avez toute cette partie-là qui était en conflit ouvert avec Marine Le Pen à l'intérieur du Rassemblement national, qui a rejoint le camp Zemmour en 2022 et qui reprochait quoi à Marine Le Pen ? 1, d'être une femme, et 2, d'être à gauche. Voilà. En gros, c'était d'avoir une politique trop sociale, etc. Et sur le positionnement aujourd'hui du parti, ça se joue plus dans des questions d'héritage, ça se joue plus entre Marine Le Pen et son père, ça se joue plus, à mon avis, du point de vue purement politique et programmatique, entre Marine Le Pen et Jordan Bardella aujourd'hui. Vous avez un Jordan Bardella qui est beaucoup plus libéral et beaucoup plus tourné vers une politique économique et sociale, je dirais, de droite, classique, ou voire de droite dure, qu'une Marine Le Pen qui a gardé cette dimension très sociale dans son discours, dans son attitude, voilà. Est-ce que les choses sont aujourd'hui plus simples pour Marine Le Pen sans son père ? Parce que Jean-Marie Le Pen, ça faisait quand même maintenant quelques années qu'on le voyait quasiment plus, que sa parole ne comptait plus beaucoup dans l'espace médiatique. Stéphane Vernet, Guy Barret. Alors, moi, je crois que pour cet héritage, d'une certaine façon, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Parce que malgré cette rupture dont parle Stéphane, le plafond de verre n'a pas été percé par Marine Le Pen. Le Front républicain subsiste. Alors, malgré quand même cet le Front républicain. Oui, le Front républicain, pas le fond. Le Front. Et malgré cette chose quand même assez extraordinaire que la fille exclut son père d'un parti qui a été fondé par lui, c'est quand même, c'est quasiment un parricide politique. Et donc, il y a de la tragédie grecque là-dedans, voilà, en fait. Ils sont réconciliés après. Elle a gommé, en effet, toutes les excès, les provocations de son père. Elle a que vous aviez constaté, Guy, quand vous l'aviez rencontré la première fois pour l'Aurore. Écoutez, je peux raconter cette anecdote. Je sais pas. Voilà. À cette époque-là, j'étais éditorialiste à l'Aurore. Et puis, c'était du temps de Giscard, c'était de ma folle jeunesse. Et Giscard était en Afrique et pour nos jeunes auditeurs qui ne savent pas ce que c'était l'Aurore était un peu à la droite du Figaro. Donc, quand je suis passé de l'Aurore à Figaro...
Oui, je suis passé de l'Aurore au Figaro, j'ai fait en fait un virage à gauche. Et tout est relatif. Hein. Tout est dit aussi. Voilà. On est dans les années 70. Alors donc, Giscard dit, va en Afrique, il dit l'Afrique aux Africains. Donc je fais un papier en disant, si M. Giscard d'Estaing, le président de la République, dit l'Afrique aux Africains, pourquoi on reproche à Le Pen de dire la France aux Français? Et on est en quelle année à ce moment-là? Parce que... Oh là là, Giscard, c'est 74. Non, mais il est encore au pouvoir, Giscard. Ah bah oui. Donc on est avant l'émergence électorale du Front National. Hein. En 1974, Le Pen était candidat. Il a fait 0,64% des voix. Donc, Le Pen est content. Il téléphone donc au directeur de la rédaction qui à cette époque-là était Michel Dunois et il l'invite à déjeuner chez Lippe. Bon, donc Dunois accepte, mais le jour où il devait déjeuner, c'est vous qui l'envoie. C'est lui qui l'envoie. Madame Lazuric, la propriétaire, le convoque pour des tas d'histoires. Enfin bref. Et donc il me dit, écoute, vas-y toi. Donc j'arrive chez Lippe, etc. Trouve Le Pen. Et il me dit, ouais, monsieur Dunois. Je dis, écoutez, voilà, il explique. Comment il se met à hurler en disant, mais moi, quand je suis invité quelque part, j'envoie pas ma secrétaire, etc. Bref, voilà. Ça commence bien. Voilà, donc, cette rencontre. Donc, pour dire que c'est un personnage un peu rugueux. Mais bon, je dis que je reviens à mon propos, que malgré tout ce qu'a fait Marine Le Pen pour se détacher et pour même condamner son père dans ses excès verbaux et dans ses provocations, et ses délits d'ailleurs, et en donnant un tour beaucoup plus social à sa politique, malgré tout cela, le plafond de verre n'est pas brisé, le front républicain, je ne dis pas qu'il est intact. On l'a vu à la présidentielle, on l'a vu là aux dernières législatives. Alors ça, c'est évidemment... Et il a bien fonctionné. Voilà, il a bien fonctionné. Ça, c'est le verre à moitié vide. Alors le verre à moitié plein, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, Le Pen avait fait 0,74 de voix. Et puis, maintenant, Marine Le Pen en a 11 millions. Elle a le groupe parlementaire le plus important à l'Assemblée nationale, et cela sans la proportionnelle. La proportionnelle est une vieille revendication du Front National, pensant qu'il serait mieux représenté, ce qui a été le cas d'ailleurs en 86, quand Mitterrand avait accepté cette proportionnelle, où ils avaient pu réunir une trentaine de députés. 34. Oui, voilà. Et donc indépendamment du fait, malgré le scrutin majoritaire, le Rassemblement national a 124 députés, ce qui était évidemment inespéré et auquel n'avait jamais songé Jean-Marie Le Pen. Donc il a fallu 40 ans pour ça. Ouais, oui, il a fallu 40 ans. Il a fallu surtout que la droite traditionnelle renonce à un certain nombre de dispositions de ce programme. En 1990, après les États généraux de la droite, il y a eu un programme RPR-UDF, et dans ce programme, il y avait des propositions sur l'immigration. Et parmi ces propositions, il y avait le fait de réserver les prestations sociales uniquement aux autochtones et non pas, au moins pas toutes. Donc la préférence nationale. La préférence nationale. Et il y en avait d'autres qui exigeaient la possession du français, etc., etc. Et donc c'était dans le programme, et il y en avait encore, je me souviens plus tout à fait, des mesures encore plus dures, parfois que le Front National. Et puis en 93, lorsque Balladur est venu au pouvoir, ils ont oublié tout cela. Alors c'est aussi une des raisons qui explique que le Front National, puis le Rassemblement national, ait pu prospérer sur l'inertie sur ce sujet-là au moins et sur d'autres, de la droite traditionnelle. Stéphane Vernet, il y a une victoire culturelle du RN, du FN, posthume de Jean-Marie Le Pen, d'une certaine façon. Ouais, alors... Le plafond de verre existe, nous dit Guy Barret, mais... Oui, alors le plafond de verre existe, etc. Le front, le barrage républicain, le front républicain a fonctionné à plein aux dernières législatives, mais il va falloir voir s'il tient dans la durée, parce qu'il y a eu aussi une énorme déception sur ce qui s'est passé après les législatives, et le fait
tous les atermoiements autour de la composition du gouvernement, quelles alliances, l'incapacité à réconcilier 3 blocs qui se partagent des sièges à l'Assemblée nationale et qui sont inconciliables et qui veulent pas gouverner ensemble, et ça dure toujours. Donc, mine de rien, c'est le fruit du Front républicain. Oui. Alors, mais justement, vous avez beaucoup d'électeurs sur le terrain qui vous diront que, en fait, ils ont mis un bulletin dans l'urne au second tour pour un candidat qui n'avait pas leur préférence, mais qu'on les y reprendra pas une deuxième fois. C'est la question de l'offre électorale, en fait. Non, mais puis il faut voir comment les choses évoluent dans le temps. Mais est-ce que ce sursaut du Front républicain n'était pas sa dernière manifestation? Est-ce que cette déception-là qui s'exprime aujourd'hui, elle sera durable ou pas? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Après, sur l'image, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le Rassemblement national est toujours un parti d'extrême droite ou pas? Enfin, il y a plein de gens, il y a débat, il y a eu le Conseil d'État à trancher d'un point de vue purement sémantique, etc., pour les élections, en disant non, que c'était pas un parti d'extrême droite. Est-ce que le Rassemblement national fait partie de l'arc républicain? En fait, c'est un parti républicain, sinon il aurait été interdit. Il siège ici à l'Assemblée. Guy Barret a fort justement rappelé que c'était le premier groupe politique à l'Assemblée aujourd'hui. Il y a 11 millions d'électeurs. Voilà, c'est une réalité. Pour autant, si vous voulez, si les questions perdurent aussi par rapport à la permanence d'un vieux fond par rapport à un certain nombre de thématiques d'extrême droite et leur permanence au sein du RN par rapport au FN, etc., et dans l'histoire, elle vient aussi de ces dernières législatives. Parce que dans l'urgence, vous avez le Rassemblement national qui a présenté des candidats dans toutes les circonscriptions, et dans le recrutement, entre guillemets, de ces candidats, il y a eu quand même des loupés assez spectaculaires. On a vu des gens qui étaient ouvertement néo-nazis, en fait, se présenter aux législatives, et qui n'ont pas été filtrés correctement par le parti. Et ça entretient aussi Stéphane Vernet, Guy Barret, c'est sans doute parce que tout simplement il y a une offre insuffisante. C'est-à-dire que qui veut y aller? Qui veut se présenter sous l'étiquette de ce parti? Alors, si ce n'est oui, vous avez raison, ceux qui ne craignent pas la mort sociale, en fait. Sauf que là, ça a énormément progressé. Je suis désolé, mais il y a encore quelques années, vous aviez la caractéristique du RN, c'était de présenter un maximum de candidats à toutes les élections possibles, tout particulièrement législatives pour le financement des partis politiques, puisque vous aviez pour une voix, etc., vous avez en gros l'argent aujourd'hui un euro, donc il fallait avoir des gens partout, voilà. Et en fait, le parti présentait des gens dans des circonscriptions juste pour ça. Et donc, c'était la politique ce qu'on appelle les chèvres en politique. C'est-à-dire, vous prenez des gens qui n'y connaissent rien, qui savent à peine pourquoi ils sont là, ce qu'ils font, et on les présente, on les affiche juste pour faire quelques voix et pour alimenter la cagnotte. Moi, j'ai des souvenirs d'élections où on allait voir je me souviens de départementales en Ille-et-Vilaine une année, en fait, où on est allé voir une candidate qui s'était retrouvée qualifiée pour le second tour dans un quartier populaire de Rennes pour les départementales. Elle s'y attendait tellement pas qu'en fait, elle nous expliquait que elle avait signé comme ça en disant oui, je veux bien être candidate, mais en fait, elle savait pas pourquoi. Et c'était assez spectaculaire. On n'en est plus là aujourd'hui, plus du tout. Les chèvres c'est terminé. Guy Barret, Stéphane Vernet, le débat du jour juste après le rappel des titres. On partira outre-Atlantique parler de Donald Trump. La suite du débat du jour, toujours avec Stéphane Vernet, éditorialiste à Ouest France, Guy Barret, ancien journaliste politique au Figaro. Continuez à réagir par mail, direct@radionotre-dame.com, tout attaché. Vous pouvez aussi réagir à direct@rcf.fr. On va parler à présent des visées expansionnistes de Donald Trump sur le canal de Panama, sur le Canada, sur le Groenland. Et c'est vrai qu'il y a des propos parfois sans doute un petit peu décousus. On a du mal à faire la part des choses entre les annonces réelles et les exagérations dans les déclarations fracassantes qui ont été tenues et qui donc augurent peut-être d'un mandat qui sera assez différent du précédent. D'ailleurs, la première question que j'ose, c'est y a-t-il une transition naturelle entre la figure de Jean-Marie Le Pen et celle de Donald Trump? Est-ce qu'on assiste avec Jean-Marie Le Pen à une forme de populisme avant l'heure? Est-ce qu'il a été pionnier d'une manière d'exercer le pouvoir, même si lui-même ne l'a jamais eu, en réalité, ce qui est assez paradoxal aussi. Guy Barret. Oui, on peut dire que ce qu'il y a de commun entre Le Pen et Trump, c'est que ils ne reculent devant rien, ils osent tout dire et presque tout faire. Mais la grande différence, c'est que tous les excès verbaux de Trump n'ont pas empêché
son élection d'une part, puis ensuite, et encore plus extraordinaire, sa réélection, tandis que pour Le Pen, toutes ces saillies qui ont été condamnées, comme le rappelait Stéphane, par la justice, l'ont empêché d'accéder au pouvoir. Ce qui tient aussi, c'est que la loi aux États-Unis est différente qu'en France. Aux États-Unis, la liberté d'expression fait que vous pouvez tenir n'importe quel discours, y compris néo-nazi, du moment que vous ne passez pas à l'acte d'une façon violente. Vous pouvez dire du mal des Juifs, mais vous ne serez pas poursuivi. Mais si vous attaquez un Juif et que si vous avez de la violence, alors là, vous serez condamné. Ce qui est aussi une des différences par rapport à Le Pen. Alors, sur le fond de la question, il y a de Trump sur ses visées expansionnistes, et il y a deux manières de le voir. Trump est un homme d'affaires, un businessman qui a eu l'habitude toute sa vie de négocier au mieux de ses intérêts dans l'immobilier et qui a donc, par tropisme, une conception mercantiliste de la politique internationale. Et donc, on peut considérer que, de la même façon que quand on lui proposait un terrain à $10 000, il en proposait 5 000 pour avoir le terrain à 7 000. Alors, tout ce qu'il fait vis-à-vis du Panama, du Groenland, c'est-à-dire une certaine façon du Danemark, du Canada. Au Canada, par exemple, il dit voilà, je vais vous augmenter la taxe de vos importations à 25%. Mais si vous devenez le 50e État américain, alors là, vous n'aurez plus de taxes, ce sera merveilleux. Vous voyez, bon, ce type de négociation, c'est possible que ce ne soit que ça. Il est possible aussi qu'il faille le prendre très au sérieux. Et quand son slogan, l'Amérique, et comprendre que son slogan, on a compris jusqu'ici que c'était l'America Great Again, great au sens de grandeur, mais ça peut être aussi grande du point de vue de l'extension géographique, du point de vue territorial. Mais il est vrai aussi que c'est comme ça aussi que les États-Unis se sont constitués. Ils ont fait la guerre au Mexique pour avoir la Californie. Ensuite, ils ont racheté aux Russes l'Alaska. Non. Et donc, il est possible donc qu'il soit tout à fait sérieux. Ça n'est pas forcément une incongruité dans l'histoire américaine. En plus, il y a aussi des raisons, comment dirais-je, il invoque des raisons de sécurité nationale, ce qui n'est pas totalement faux, parce qu'autour du canal de Panama, les Chinois ont établi des ports, ils en contrôlent à cause de ça le passage. C'est aussi, paraît-il, un lieu d'espionnage visant les États-Unis. Donc, pour le Groenland, les Chinois également ont aussi des visées. Donc, il est possible, cela étant dit, il serait quand même incongru et au moins paradoxal. Mais avec Trump, on peut s'attendre à tout. Qu'après avoir, malgré sa sympathie pour Poutine, condamné l'agression russe pour annexer de fait l'Ukraine, lui, à son tour, il envahisse le Panama pour annexer ça serait étonnant. Ce serait étonnant. Pareil, d'ailleurs, pour le Groenland. Maintenant, les hommes politiques n'en sont pas une contradiction près. Stéphane Vernet, sur ces deux points, donc le glissement, la transition Le Pen-Trump, est-ce qu'elle est abusive? Est-ce qu'elle a un sens ou pas? Est-ce qu'on s'amuse simplement avec ça? Et puis après, sur ces visées expansionnistes. Non, alors, je disais tout à l'heure, Jean-Marie Le Pen c'est un populiste, il était raciste, antisémite, sexiste. Le Donald Trump est un populiste, il est raciste, sexiste. Je ne sais pas s'il est antisémite, ça. Mais donc, voilà, après, autre temps, autre mœurs, je ne suis pas sûr que ce soit... Voilà. Et puis des populistes, il y en a plein. Je veux dire, voilà, Jean-Luc Mélenchon est un populiste aussi, Macron est un populiste à sa manière également. Enfin, voilà. À partir du moment où on fait de la politique, il y a aussi cette dimension existe. Mais donc les parallèles, je pense que il faut les manipuler avec beaucoup de précautions. Après, sur l'autre question, sur les visées expansionnistes, de Donald Trump, oui, bien sûr. Je vais reprendre la formule de Guy Barret qui disait
Donc moi, je pense comme Guy Barret que Donald Trump est d'abord c'est un businessman. Il fait des affaires et donc il entame des négociations. Après, donc oui, ce sont des négociations. Oui, il met un gros coup de pression sur et le Danemark, et le Canada et Panama, avec des objectifs qui sont très clairs. Et en fait, c'est une façon. Mais ces négociations sont très sérieuses. Je reprends une autre expression qu'employait Guy Barret. C'est pas parce qu'il est dans la négociation commerciale qu'il est pas sérieux. Il est très sérieux, au contraire. Et je veux dire que ses objectifs, ils sont très clairs. Sur le Danemark, quel est son objectif ? C'est une terre qui va faire l'objet d'un conflit direct entre la Russie, la Chine et les États-Unis. On y est déjà. Pourquoi ? Parce qu'avec le réchauffement climatique, en fait, les voies navigables sont de plus en plus navigables, parce que la période où la banquise enserre le Groenland est de plus en plus réduite, et la surface de la banquise est de plus en plus réduite, et donc vous avez toutes sortes de passages qui sont facilités pour le transport des marchandises, c'est essentiel. Et puis ce sont des terrains, le Groenland, il y a des ressources en pétrole, il y a des terres rares, donc il y a de très gros enjeux, et c'est un espace qui va être disputé. Les Américains ont déjà une base militaire au Groenland, ils veulent en fait s'assurer la mainmise sur cet espace, et ils veulent pouvoir exploiter ces terrains-là, d'où la pression sur le Groenland. Panama, ça a été très bien décrit tout à l'heure, le canal a été rétrocédé au Panama en 1999, il y a 200 millions de tonnes qui transitent par ce canal, c'est essentiel. Et en fait, Donald Trump trouve que non seulement, effectivement, il y a des ports qui sont gérés en direct par des sociétés qui sont basées à Hong Kong, sur le long du canal du Panama, mais en plus, il trouve que les États-Unis payent des droits de douane beaucoup trop élevés. Ils sont quasiment rançonnés. Donc, il veut les réduire. Est-ce qu'il y a un enjeu d'espionnage aussi dont parlait Guy Barret ? Ça, je ne sais pas. C'est un sujet que je maîtrise pas, que je connais pas. Mais pour terminer, sur le Canada, ce que reproche Trump aux Canadiens aujourd'hui, c'est de ne pas participer plus au financement de l'OTAN, et deux, de ne pas suffisamment contrôler leurs frontières. Donc, il met un gros coup de pression. Est-ce qu'il va envahir ? Est-ce que machin, etc. Moi, je crois pas. Est-ce qu'il veut aller jusqu'à annexer ? J'en suis pas certain. Par contre, sur ces objectifs qui paraissent secondaires, et en fait qui sont les objectifs primaires de Donald Trump, c'est qu'il veut, en mettant ce coup de pression, je pense, obliger ses interlocuteurs à lui concéder un certain nombre de choses qui vont dans le sens de ses attentes. Moi, ce qui m'inquiète, pour tout vous dire, c'est que, alors, hormis le Canada, enfin le Groenland de manière indirecte qui nous concerne, puisque c'est une terre autonome mais qui est sous souveraineté danoise, etc. Et donc ça concerne quelque part l'Union européenne, c'est qu'il ne dit rien. Il met pas de pression sur l'Union européenne. Et il parle pas, il s'engage pas dans des négociations, etc. sur l'Union européenne. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par contre, l'Union européenne, il va rien dire de l'Union européenne, mais il va faire tout ce qu'il a prévu. C'est-à-dire qu'il va faire exploser les droits de douane de tous les produits européens qui sont importés aux États-Unis, parce il va s'engager directement et très vite dans une vraie guerre commerciale. Et le but du jeu pour un Donald Trump, c'est d'affaiblir, de disloquer, de diviser l'Union européenne, l'Europe en général, et de mettre nos économies à genoux, comme les Russes, comme les Chinois. Donc en fait, c'est pour ça qu'il attaque en ce moment l'Espagne, le Royaume-Uni. Vous pensez que derrière c'est un sujet économique ? Ça, il va le faire, il va y aller. Et là, s'il menace pas, c'est qu'il n'a rien à négocier. Il va y aller direct. Et il faut avoir en tête que les intérêts des Américains, en tout cas de Donald Trump, sont pour lui, le conflit se fait avec la Chine, d'abord avec la Chine, accessoirement avec la Russie. Et nous, dans cet espace-là, pour ces trois puissances-là, qui sont des puissances impérialistes et qui s'engagent dans une guerre commerciale, mais qui est aussi une guerre, dans guerre commerciale, il y a guerre, nous, on ne pèse pas tripette. On n'est pas au cœur de leurs intérêts, en fait. Et ils n'hésiteront pas à mettre notre économie à genoux. Et c'est pour ça... Ça veut dire quoi, mettre notre économie à genoux ? Si vous voulez, quand vous faites exploser vos droits de douane, etc., vous tordez... Il faut quand même avoir en tête qu'on a une balance commerciale très excédentaire avec les États-Unis, et quand il va mettre des barrières douanières très importantes, et son exigence, c'est par exemple qu'on se fournisse quasi exclusivement en pétrole aux États-Unis pour rétablir la balance commerciale. Il va y avoir des pressions déjà, il y a le gaz de schiste. Exactement. Il va y avoir des pressions très fortes, extrêmement fortes, sur le financement de l'OTAN, sur l'engagement des États
Il l'a dit, et il le fera en disant les Européens doivent financer leur défense si vous payez pas, si vous investissez. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va exiger que les pays de l'Union européenne investissent beaucoup plus dans leur défense en achetant du matériel américain, ce qui est déjà largement le cas, mais je pense que la pression va augmenter de manière très spectaculaire. Et le risque, si vous voulez, c'est que les États membres de l'Union européenne le fassent en dehors de toute concertation et qu'ils lâchent par rapport aux pressions et aux menaces en ordre dispersé. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va c'est l'heure de vérité pour l'Union européenne. Oui. Franchement, Guy Barret. Écoutez, moi, je nuancerais un peu ce que dit Stéphane, parce que Trump veuille augmenter les droits de douane pour les exportations de produits européens et français notamment vers les États-Unis, certainement, mais il y a un effet collatéral pervers pour les Américains. C'est-à-dire que Trump a été élu en partie parce que sous Biden, les prix ont beaucoup augmenté et que c'était un vent excessif. Mais si vous augmentez les taxes sur les produits européens et français notamment, ça va se répercuter sur les prix à la consommation. Un économiste du 19e siècle, un libéral, Bastiat, disait « Si on met une taxe sur les vaches, ce ne sont pas les vaches qui les paieront. » Et donc, là, les Américains, quand ils verront, s'ils vont acheter, un Beaujolais qui augmente de 25%, là, ils ne seront pas tout à fait d'accord. Donc, aussi, c'est une arme qu'il faut manier avec prudence de la part de Trump. D'autre part, on ne peut pas reprocher au président des États-Unis, enfin à Trump, de demander que les Européens financent leur propre défense, et s'ils veulent continuer à soutenir l'Ukraine, eh bien qu'ils le fassent de leur propre denier. Normalement, les États européens, enfin les membres de l'OTAN plus exactement, devraient mettre 2% de leur budget dans l'armement, dans leur budget de la défense. Une grande partie ne le font pas encore. La France, je crois, c'est tout juste. Et donc, parce qu'on ne peut pas à la fois reprocher aux États-Unis ses volontés hégémoniques politiques et économiques, et en même temps compter sur elles comme bouclier pour se protéger contre les attaques extérieures. Donc ça me paraît assez logique qu'ils demandent simplement, bon alors évidemment, comme aussi les États européens, pour la plupart, y compris la France, je crois que notre armement nous permettrait de tenir 7 ou 8 mois dans une guerre conventionnelle. Ils n'ont pas... l'industrie d'armement n'est pas à la hauteur à la fois pour leur propre défense et à plus forte raison pour celle de l'Ukraine, et que s'ils veulent des armes, ils n'ont pas d'autre choix que de demander de prendre des produits américains, et cela indépendamment de la contrainte que leur imposerait Trump. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe, Stéphane Vernet, je ne sais pas ce que vous en pensez, entre le fait de désirer le bouclier américain, le parapluie protecteur des États-Unis, et se plaindre de l'hégémonie éventuelle qui pourrait exercer sur d'autres contrées du monde, dans la mesure où nous sommes les demandeurs de cette hégémonie, si on désire être protégé par eux. C'est vrai que c'est paradoxal. Mais moi, je crois qu'elle va prendre fin. Elle a déjà pris fin. C'est terminé, en fait. Ça va s'arrêter, tout simplement. Voilà. Et donc, on va se retrouver au pied du mur. Donc, on va devoir payer pour l'Ukraine si jamais on désire continuer ce conflit. Non, mais vous avez un certain nombre de pays en Europe qui ont très bien compris l'ampleur de la menace et ce qui vous prenez. Enfin, la Pologne. La Pologne, ils ont, ça fait 20 ans. La Pologne, ça fait plus de 20 ans que les Polonais disent les Russes vont nous attaquer. Les Russes vont revenir, les Russes vont nous bouffer à nouveau. Enfin, l'histoire de la Pologne, c'est un pays qui a été démembré à plusieurs reprises. Donc, ils ont... voilà. Et donc, il y a 20 ans, ça faisait ricaner tout le monde. L'idée, c'était de dire, non, mais franchement, vous exagérez, le mur est tombé, c'est fini. Voilà, la guerre froide, c'est terminé, c'est la détente. Voilà. Je crois qu'ils ont bien vu le coup venir. Et eux, ils se sont dotés d'une armée particulièrement moderne, performante, etc. Ils ont beaucoup investi. Les Allemands, la plus moderne dans l'Union européenne avec la France. Oui.
Les Allemands ont compris après l'invasion de l'Ukraine qu'ils avaient ils ont brisé un tabou. Ils n'avaient plus d'armée depuis la Deuxième Guerre mondiale, plus de vraie armée. La Bundeswehr, c'était peanuts. Ils ont mis 100 milliards d'euros sur la table pour se réarmer, parce qu'ils voient bien que ça va pas bien se passer, en fait, si vous voulez. Et donc, ce mouvement-là est en cours. Moi, je suis d'accord avec le fait que on a une industrie pour l'instant qui est insuffisante, etc. Mais enfin, je vous rappelle quand même que la France est un des premiers pays exportateurs et vendeurs d'armes à travers le monde, avec des matériels particulièrement performants. On a parlé des canons César, on parle des Rafales, qui se vendent enfin beaucoup. On a un savoir-faire, une technicité. Par contre, ce qui est vrai, c'est que malgré les déclarations de notre président de la République qui dit il faut se mettre en économie, il faut entrer dans une économie de guerre, force est de constater qu'on n'y est toujours pas, que nos capacités de production sont très insuffisantes par rapport aux besoins. Et la capacité d'attraction géopolitique de la France aussi est évidemment beaucoup plus faible que celle que peuvent exercer surtout en ce moment. Les Américains, qui évidemment, avec leur armement, vendent aussi toutes sortes de prestations. Est-ce qu'à ce titre, l'affaiblissement de la politique intérieure de la France, avec notamment un Emmanuel Macron en difficulté, peut porter préjudice, Stéphane Vernet ? Oui, bien sûr. Non, mais la voix de la France, elle est considérablement affaiblie, y compris au sein de l'Union européenne. On en parlera peut-être avec l'autre question qui est la vôtre, qui concerne les réseaux sociaux, la décision de Mark Zuckerberg. Mais enfin, je vous rappelle que il y a eu tout un travail qui a été fait pour réguler en fait les plateformes numériques, qui était porté par le commissaire européen français Thierry Breton, dont Ursula von der Leyen ne voulait plus et qui a été remercié. C'est un bras de fer qu'on a perdu, et c'est quand même intéressant de le rappeler par rapport à votre sujet aujourd'hui, parce que l'Union européenne, la Commission européenne avait ouvert des enquêtes par rapport notamment au comportement observé sur la plateforme X, l'absence de régulation, etc., et qui n'était pas conforme avec le DSA qui avait été mis en place, poussé par Thierry Breton, et la Commission européenne suspend ses enquêtes. Alors justement, c'est peut-être une transition toute trouvée vers ce sujet que nous avons sélectionné ce matin, et qui fait écho aussi à ce que le pape a pu dire lors de ses vœux au corps diplomatique. Une ère de fausses nouvelles, c'est contre cela qu'il met en garde, et contre les dérives de l'intelligence artificielle également, quand elle est utilisée pour manipuler les consciences. Et ces propos sont tenus pour faire écho à la décision de Meta de cesser ses opérations de fact-checking, de vérification d'informations pour Facebook et Instagram aux États-Unis, ce qui a suscité une vague d'inquiétude quant à l'impact de la désinformation sur les réseaux sociaux, sachant que la question est mondiale, puisqu'en fait Meta aussi déléguait à quantité de médias le soin de vérifier des informations. Pour eux, il y avait une forme de prestation là apportée par d'autres médias dans cette démarche qui était voulue par Meta. Et donc c'est un revirement très important qu'opère Mark Zuckerberg à quelques jours de l'investiture de Donald Trump. Guy Barret. Écoutez, d'abord, je constate l'opportunisme de ces dirigeants de plateformes qui sont d'abord soucieux de leurs intérêts et deviennent Trumpistes quand c'est Trump, ils sont pour Biden quand c'est Biden qui est président. Sur le fond de la question, d'abord, c'est effectivement la suppression, comme vous le dites, du fact-checking, mais qui est renvoyé aux participants. C'est-à-dire que les gens corrigeront, diront non, ça c'est une fausse nouvelle, ça c'est bon, etc. C'est-à-dire exactement le fonctionnement de Wikipédia. Wikipédia, c'est une plateforme où les gens peuvent contribuer, se contredire, etc. Donc, une espèce, comment dirais-je, de vigilance interne, de contrôle mutuel, etc. Bon, donc c'est pas totalement une absence de contrôle, d'une part, et d'autre part, c'est quand même la question qui est qu'est-ce que c'est qu'une fausse nouvelle? Fact-checking. D'ailleurs, dans la législation française, il y a toujours un délit de propagation de fausses nouvelles qui n'est jamais d'ailleurs appliqué, mais qu'on pourrait appliquer aux réseaux sociaux. Et qu'est-ce que c'est que... c'est une notion... Qu'est-ce qu'une fausse nouvelle peut devenir une vraie nouvelle? Je donne un exemple, justement, à propos de Facebook, qui, pendant la crise du Covid, a
a enlevé tous ceux qui disaient que le virus était le fruit d'un laboratoire chinois, alors par accident ou délibérément. Et donc, ça a été exclu. Et puis, maintenant, ils l'ont remis parce que, effectivement, maintenant, la question est d'actualité. Et on ne dit pas que c'est vrai, on dit que c'est simplement possible. Donc, vous voyez, donc, il y a une évolution. Et puis, je crains aussi que la fausse nouvelle, la fake news, et qu'il y a des critères idéologiques pour dire que... Bon, un exemple un peu différent... Mais nos confrères de C8, dans leur émission religieuse, à un moment, ont parlait de l'avortement comme d'un crime. Bon, ce que disait le pape. Comme une cause de mortalité. Oui, cause de mortalité. Le pape disait que c'était un crime. Jean-Paul II l'avortement était un crime abominable. Bon, c'est le plus gros taux de mortalité, disait, etc. L'Arcom a dit non, c'est vous auriez dû rectifier, etc. Alors que c'est une opinion, on peut contester, on peut tout ce que n'est. Mais donc ce critère, si vous voulez, était aussi un critère idéologique. Mais l'Arcom a épinglé en fait la référence que prenait la chaîne, l'émission, pour dire ce que c'était. La référence n'était pas très très fiable, ce que la chaîne a reconnu d'ailleurs. Oui. Voilà. Oui, non, mais il y a aussi une part, par exemple, sur d'autres sujets. Et puis, mais je voudrais quand même voir aussi, avoir un peu de recul. Qu'est-ce que c'est que le fact-checking ? Qu'est-ce que c'est que ce contrôle ? C'est aussi pour aider les gens sur les réseaux sociaux à discerner le vrai du faux, le bien du mal. Et spécialement pour les jeunes, étant donné qu'ils en sont les principaux usagers, c'est leur principale source d'information, au détriment, hélas, de la presse. Je crois qu'en amont, pour discerner tout cela, le vrai du faux, le bien du mal, il y a une formation culturelle, il y a intellectuelle, par l'éducation nationale, par les familles, pour leur donner, si vous voulez, une espèce de structuration intellectuelle pour discerner. Parfois, ça ne suffit pas. On ne peut pas être expert de tout. Non, parfois, c'est bien aussi qu'un organe tiers, c'est le rôle de la presse. Mais on peut se rendre compte. Mais l'outil ne suffit pas en soi. C'est ce que veut dire Guy, avec rationalité, bon sens, avec des références culturelles qu'on peut avoir, ce qui est vrai, ce qui est faux. En plus, les critères. Si on prend le DSA dont parlait Stéphane, on veut ôter les nouvelles illégales ou haineuses. Alors, illégal, c'est à la justice de dire ce qui est légal et n'est pas légal, et non pas à des organismes même mandatés par l'Union européenne. Bon, et sur la haine... Il faut un procès systématiquement. Vous pensez qu'il faut avoir recours systématiquement à l'appareil judiciaire pour discerner ce qui est... Non, mais quand on parle de quelque chose d'illégal, qui est le juge de la légalité ? Qui est le juge de la légalité ? C'est quand même la justice. Et quant à la haine, ce n'est pas une notion juridique, la haine. Et puis, je crains que la haine soit unilatérale. Alors, comme je me permets les anecdotes personnelles, je peux vous dire que en 2002, quand Le Pen était au second tour, moi, j'habitais dans le 11e, juste devant le boulevard Montmarché, où il y avait Bastille, République, et j'entendais les cris « Le Pen, salaud, le peuple ratapo », avec en tête les dignitaires socialistes qui avaient beaucoup combattu la peine de mort, d'ailleurs. Et là, personne ne songeait à stigmatiser la haine. Donc, c'est un peu, si vous voulez, aussi un peu unilatéral. C'est variable, en fait. Ça dépend qui... Oui. Tout le monde n'est pas fondé à dire ce qui est haineux ou pas. Il reste 3 minutes. Oui. Moi, je suis d'accord avec Guy Barret sur le côté opportuniste de ces géants de la tech californienne. En fait, ils se mettent du côté du manche. Il faut savoir qu'un certain nombre de ces compagnies ont financé à la fois les campagnes de Trump, les républicains, la campagne de Biden, enfin de Kamala Harris, démocrates. Voilà, ils sont... on a dit tout à l'heure que Donald Trump était un businessman, eux aussi. Donc, c'est le cas de Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook, etc. Leur problème pour eux, c'est d'obtenir la dérégulation sur l'intelligence artificielle et la recherche sur l'intelligence artificielle. En fait, leur but, pour des raisons financières, ils veulent ouvrir la boîte de Pandore, et c'est
potentiellement extrêmement dangereux. Et ça ouvre le débat à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Stéphane Vernet, éditorialiste à Ouest France, Guy Barret, ancien journaliste politique au Figaro. Merci Louis Dauphren pour le débat du jour. Merci à tous les techniciens et réalisateurs ce matin, Pascal Gauthier, Christophe Morargue, également Guillaume Nogaret. Merci également à Pierre-Henri Paget qui n'était pas là ce matin mais à qui on a une pensée amicale et affectueuse en ce jour de son anniversaire.